Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois pour ce canapé tech du mercredi, le canapé tech en mode décontracté, décomplexé, tout se passe bien, ça va passer crème. Et aujourd'hui, je suis accompagné mais pour ceux qui ont déjà suivi d'ailleurs la semaine dernière, ils savent déjà, c'est monsieur MT. Et salut tout le monde, comment ça va? Eh bien, salut à toi. Et Merci merci d'avoir du accepté contact, ça va? l'invitation pour faire ce petit moment décontract tech Ouais. ensemble. On a des petites news bien croustillantes comme d'habitude. Mais avant, ça va être le petit moment sponsor et on se retrouve juste après. Il y a une petite timelapse où vous savez exactement quoi faire. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence. Entre autres, des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier, et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur Obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur Activer et ça y est, votre version est activée. Bah voilà les amis, on va commencer donc par une première news de chez Intel. Donc on sait, il y a déjà une fuite, on connaît déjà les futurs Xeon. Ça va être donc les Sapphires et ils vont comporter 56 cœurs. Qu'est-ce que tu en penses MT? Franchement, s'ils le sortent, ça va être, je pense, l'un des plus gros processeurs qu'on va avoir en fait du côté d'Intel. Ah oui. Ça va vraiment faire une grosse concurrence en fait à AMD en fait au Threadripper. En plus, on est uniquement du coup sur la DDR5. 56 cœurs, c'est 112 threads. Franchement, ça allait être vraiment des monstres. Je pense pas que ce sera vraiment des pros pour Ah non, c'est pour du servering, tout le c'est monde du en fait. Xeon. Voilà, Ça reste donc du Xeon, effectivement. Donc on n'a pas des fréquences d'ailleurs super hautes non plus, c'est pas pour faire du gaming. Alors bien Non. entendu, on peut s'en servir bien entendu aussi pour faire de l'imagerie 3D par exemple ou du rendu 3D parce qu'effectivement suivant les logiciels que vous aurez, il y a des logiciels qui vont optimiser plutôt les fréquences, plutôt le nombre de cœurs et aussi plutôt si c'est la carte graphique. Mais il y en a certains qui vont bien s'en sortir. Mais donc on a quand même des fréquences de 1.9 jusqu'à 3.3 max en version boost. On est sur de la DDR5. Je pense qu'effectivement, on sait très bien que la plus grosse part des marchés aujourd'hui de chez Intel, je pense que ça doit être pas très loin si ce n'est pas ça. En tout cas, je pense que ça va être quand même le servering parce qu'il faut savoir que c'est des millions de processeurs qui travaillent tout le temps. Et je sais que dans cette part-là, AMD n'a pas trop de part de marché. C'est vraiment plutôt Intel qui les a actuellement. Donc AMD, on en a bien entendu quelques-uns, mais c'est quand même relativement Intel qui en a le maximum de part de marché. Et c'est vrai que là, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que là, en plus, là, on regarde en fait au niveau des résultats et sur l'article, on est sur 1 Tera de gestion en DDR5, du coup, qui est annoncé pour 350 watts en fait en niveau en PL1 et 420 watts en fait en PL2, soit une puissance totale de 764 watts. C'est ouf en fait en termes du coup en fait de données. Donc effectivement, le professionnel, c'est beaucoup entre les mains de chez Intel, en tout cas pour les gros servering, et aussi beaucoup de multinationales qui ont énormément de sièges un peu partout. Par exemple, lorsque vous prenez une tour à la Défense, quasiment tous les postes de travail aujourd'hui sont faits clairement en Intel. Maintenant, effectivement, il y a une prise de marché qui se fait peu à peu de AMD, mais AMD reste quand même beaucoup dans l'ordinateur portable, reste beaucoup chez le particulier ou des entreprises d'architecture ou de rendu 3D, parce qu'ils ont quand même des très très bons processeurs, dont le 5950X qu'on n'a jamais vu à des prix aussi bas en ce moment, d'ailleurs à 500 €, 400 et quelques euros, 500 €, j'ai jamais vu ce processeur aussi bas à ce prix-là. Donc effectivement, parce qu'il y a la 12e gène de chez Intel, ils sont encore sur la DDR4, donc les prix ont descendu. On va rester quand même dans le processeur car on a vu que TSMC aujourd'hui nous dit que cette année, ils vont pouvoir graver en 3 nanomètres et dès l'année prochaine en 2 nanomètres. Alors juste pour résumer un petit peu, le 12 nanomètres par exemple, c'est déjà la taille d'un virus. Donc c'est pour vous dire un petit peu déjà du 12 nanomètres, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en finesse de gravure
sur un processeur, donc sur le die directement, donc sur la puce de silicium. Donc là, on est déjà sur du 3 nanomètres. Ils annoncent l'année prochaine du 2 nanomètres. Je pense que peut-être que AMD va en profiter parce que vous savez très bien que AMD aujourd'hui, c'est TSMC qui fabrique leur lithographie, qui fait leur lithographie, qui grave donc leur wafer. Donc je pense que AMD risque d'en profiter. Je vous ai déjà dit que je ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que quand on parle de finesse de gravure, ce n'est pas forcément ce qu'on peut croire. Ce n'est pas parce que par exemple ils font du 6 ou du 7 nanomètres que tout le processeur, tout ce qui est écrit dedans est en 7 nanomètres. C'est vraiment à des distances bien précises et je ferai donc une vidéo là-dessus. Mais donc il y a quand même un gros gap en sachant que donc Intel est toujours sur leur 10 nanomètres qui fonctionne même plutôt très bien parce qu'on se rend compte déjà que on est déjà sur la DDR5 et qu'aujourd'hui la série de la 12e gène, que ce soit juste tout simplement un 12100F, fonctionne très bien. Bon, à l'heure actuelle, TSMC, c'est du coup la partie AMD. C'est aussi toutes les consoles. Apple fait aussi appel en fait à TSMC pour la gravure du coup en fait de certains de leurs compos. Vis-à-vis du coup des cartes graphiques, Nvidia fait appel aussi à TSMC, en plus de faire appel à Samsung. Et c'est vrai que là, arriver du coup en fait à ces finesses de gravure, si après on va les voir arriver nous dans nos produits, on va s'attendre et on va avoir des gains qui vont quand même être assez ouf. Mais franchement, si en 2023, on arrive déjà à avoir du 2 nanomètres, ça sera ultra prometteur pour nous. C'est fou. C'est ce qui nous permettra vraiment d'avoir des compos qui en 2025 ou en 2026 ou 2027 seront vraiment ouf d'un point de vue performance. Oui, mais alors TSMC, la problématique, c'est leur monopole. Donc, ils ont quand même le monopole, par exemple, pour tout ce qui est processeur de carte graphique. Donc, ça reste quand même un monopole. Et plus ils commencent à mettre donc, des pieds en avant par rapport à la concurrence, plus ils sont sûrs de s'asseoir sur ce monopole-là. Ça, par contre, ça me fait peur. On s'en est un petit peu aperçu lors de la pénurie qu'ils n'étaient pas capables de fournir plus. Donc, ça, c'est relativement un petit peu plus inquiétant. Ensuite, donc en termes, comme dit MT, en termes de performance, c'est pas parce que votre processeur sera plus puissant. C'est tout à fait, on va repartir sur la loi de Moore, donc qui n'est pas une loi en fait, c'est plutôt une prédiction, la loi de Moore exactement, qui disait que tous les 24 mois, on allait donc diminuer par 2 la finesse de gravure et aussi les prix. Bon, les prix, on s'est aperçu que pas forcément maintenant, mais en tout cas la finesse de gravure, oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va surtout pouvoir donc, par exemple sur 1 mm², on va donc pouvoir rajouter donc des corps supplémentaires, des technologies supplémentaires. Ça va être surtout ça qui va avoir un impact là-dessus. Et c'est pour ça qu'on aura donc du coup des performances supplémentaires. Mais cela ne veut pas dire forcément des économies d'énergie, parce que plus il y aura de corps, et ben aussi il y aura aussi forcément plus de dépenses énergétiques autour. Donc on va voir comment ils vont aussi gérer ça, parce que ça ne sert strictement à rien de faire une finesse de gravure derrière si c'est pour avoir le même nombre de corps et les mêmes technologies. Le but, c'est d'avoir donc cette finesse de gravure et d'avoir des corps supplémentaires et des technologies supplémentaires. Donc il faut savoir aussi que ça va forcément aussi très chauffer, parce que plus les corps sont près les uns des autres, plus ça a tendance forcément à chauffer. Donc l'avenir nous le dira, on verra bien. En tout cas, pour terminer encore sur les grosses marques, chez Intel, tu as vu encore un gros retard sur les lancements de Arc Alchemist, donc les cartes graphiques, mais cette fois-ci donc pour les bureaux. On sait très bien qu'ils ont déjà commencé à fournir les ordinateurs portables, parce que c'était leur engagement par rapport aux actionnaires, c'était déjà de pouvoir fournir donc des cartes, ou en tout cas des processeurs graphiques sur le premier trimestre. Donc ils l'ont fait pour donc les actionnaires, ils sont bien tenus le premier trimestre pour les ordinateurs portables, pour les laptops, tout ça. Donc ça c'est fait. Mais aujourd'hui, donc pour nous, ou pour ceux en tout cas qui veulent ça sur leur PC, qui ne veulent plus de passer sur une carte Nvidia ou une carte AMD, et il va falloir encore un petit peu attendre. Donc, donc là, début juillet maintenant. Donc c'était janvier, ensuite c'était mars, donc ensuite c'était mai. Et là, donc, on va sur juillet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ils vont sortir, eux, leurs cartes, qui vont limite, possiblement, pas réellement se trouver dans un bon contexte, parce qu'en termes de prix, la situation au niveau de la pénurie, en fait, elle a pas réellement correctement évolué pour nous, malheureusement. Même si on arrive à des prix qui ont baissé, en fait, à l'heure actuelle. Et ça annonce une baisse encore. Situation. Voilà, ça annonce une baisse, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas assez grosse pour vraiment réconcilier, j'allais dire, le consommateur, en fait, avec les cartes graphiques, en fait, à l'heure actuelle, en termes de prix. Et je me dis que, malheureusement, Intel va se retrouver dans une position où, à un moment, ils vont sortir leurs cartes,
à 2 mois c'est ça. des annonces Ça des y est, plus c'est gros ça. constructeurs. C'est ça. Et ils vont se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc c'est Même ça. si théoriquement, de ce que disait du coup en fait dessus, on devrait avoir donc pour la plus grosse des performances qui seraient équivalentes à une 3060 Ti. Bah, je suis désolé, mais si c'est une On est 3060 très Ti proche. aujourd'hui, mais que Nvidia sorte en fait leur prochaine carte et qu'elle arrive vraiment du coup en fait et qu'elle a l'entrée de gamme en fait est au-dessus d'une 3060 Ti, Intel aura peut-être pas sa place C'est sur le certain. marché au niveau des cartes graphiques et ça c'est dommage. Alors, il y a déjà, c'est leur première génération. Il faut savoir qu'ils ont quand même, ça fait Oui. plusieurs années qu'ils en parlent. Ils ont débauché des gens de chez Nvidia, par exemple, pour pouvoir travailler chez eux, pour avoir déjà directement des compétences. Et effectivement, mais effectivement, là, ce qui me fait peur, c'est exactement ce que dit MT, c'est qu'apparemment, donc, elle serait sur le mois de juillet, en sachant qu'en septembre, on a par exemple là, déjà la série 4000 de chez Nvidia qui va être sur le marché. Alors attention les yeux, je pense qu'aussi le prix des 4000 vont piquer fortement les yeux. Maintenant, ça arrive un peu tard. Effectivement, on va voir comment les particuliers, le public va les prendre. En tout cas, il y a déjà une baisse des cartes graphiques. Ils annoncent encore donc des baisses futures sur les cartes graphiques. On verra bien, mais effectivement, ça m'a l'air un peu tendu. Là, par exemple, s'ils avaient vraiment tenu sur le mois de mars, ça aurait été même le mois de janvier à l'origine, ça aurait été clairement magique. On verra bien. En tout cas, je trouve ça quand même bien sympa qu'il y ait encore un nouvel acteur, donc un troisième acteur de cartes graphiques sur le marché, parce qu'on sait très bien que plus il y a de concurrence, plus les technologies elles avancent plus vite, et en soi, les prix normalement se stabilisent plus que ce qu'on a pu voir, en tout cas sur ces 2 dernières années, sur ces 24 derniers mois. Ouais. Maintenant, on va sur la 4e news qui est, encore une fois, on n'arrête pas de parler de virus, de hackers, et c'est pas fini pour le moment. Tous les canapés tech, il y en a toujours, donc on va en avoir encore une fois, et cette fois en 2 chapitres. Déjà, méfiez-vous, il y a un malware qui est en ce moment un peu partout, qui a la fâcheuse tendance d'être très discret et de se mettre directement dans les codes sources de votre Windows. Donc, je vous encourage tous à bien regarder votre Windows 10, Windows 11 pour savoir si vous ne l'avez pas. Donc, nous, on va vous donner exactement comment on peut faire. MT va vous dire exactement comment on peut faire pour que vous sachiez s'il est présent ou pas. Donc, MT, si tu peux nous dire ça. Alors, en gros, il faut tout simplement aller dans votre observateur d'événements. Exactement. L'observateur d'événements, c'est quoi rapidement? C'est simplement en fait un journal de bord où tout ce que vous faites sur votre PC est listé. Donc, vous avez vraiment en fait des logs entiers de ce que vous faites et à l'intérieur, vous allez pouvoir voir des fois des petites erreurs ou des avertissements et des erreurs critiques. Je vous mets quelques petites images. Et en fait, sur les erreurs et sur les avertissements, vous avez un petit descriptif et dans ce petit descriptif-là, vous avez différentes petites lignes de code qui vont être mises et qui vont être en fait présentes et ça va être tout simplement les tâches qui sont exécutées par ce malware qui sont tout simplement du coup visibles et c'est visible uniquement par là, en tout cas de ce qu'on a pu voir. Et à l'heure actuelle, pour pouvoir les voir, en fait généralement, vous avez soit Security VTX qui va être mise en place ou sinon du hacktool win64/tarasque.MSR ou hacktool win64 et ligolo.MS. Alors, ce sont des commandes qui sont un petit peu barbares en fait dessus. Tout simplement, pensez bien à ce que dès que vous avez le mot Tarasque et dès que vous avez le mot Ligolo, ça veut dire que de base vous l'avez, vous êtes infecté, vous avez le virus. Et du coup, en fait, malheureusement là, il faut plutôt à ce moment-là à faire une réinstallation de Windows et pas par le biais du coup de l'installateur de Windows, passez bien par une clé du coup en fait d'installation que vous allez avoir en fait sur un autre ordinateur parce que de ce qu'on a pu voir en fait en gros il peut se réintégrer directement dans le Creating Media Tool et repartir en fait sur une nouvelle installation propre, donc attention à ça. Et partez bien à 0, 2-0, partez bien 2-0 si vous l'avez. Donc là, apparemment, il est de plus en plus répandu. Il a été très difficile à déceler, justement parce qu'il se mettait directement dans les codes sources de votre Windows. Donc, je vous invite tous à bien regarder et faites bien attention parce qu'effectivement, il est assez indécelable. Mais on va rebondir là-dessus, donc encore sur le hacking. Souvenez-vous que je vous ai déjà parlé de Lapsus et là, on va retourner de Lapsus. Donc, Nvidia n'a pas cédé au chantage de Lapsus. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi auparavant, donc Lapsus a récupéré des données de plusieurs grosses entités. Je vous encourage à voir une vidéo précédente de plus grosses entités et ils leur font des chantages pour ne pas divulguer des informations. Donc, je vous passe déjà un petit tableau qu'ils ont déjà divulgué au grand public. Donc, Nvidia n'a pas succombé au chantage. Donc, avec ce tableau-là, on va voir si maintenant ils voudront
succomber ou pas au chantage, bien entendu. Donc il commence déjà donc à donner plusieurs caractéristiques donc des futures cartes graphiques, donc les 4000, donc les Lovelanes. Je pense que du coup, Nvidia, quand ils ont su qu'ils se sont fait pirater, ils ont sorti un petit plan en fait en mode, allez, tu sais quoi, il nous a piraté, on va tout simplement essayer de le crypter, etc. Je me suis dit, vas-y, ils étaient tellement fiers d'eux d'avoir réussi que, en fait, là, ils sont tout simplement en train de leur rire au nez en disant, non, vous avez rien crypté du tout, j'ai balancé ça, maintenant, à vous la monnaie. Parce que très clairement, c'est un peu ça, c'est vraiment de se rire au nez. Mais d'un côté, c'est bien pour nous, parce que ça nous donne possiblement les caractéristiques des prochaines cartes graphiques. En tout cas, des puces graphiques. Et ça, c'est quand même cool. Je dis quand même, attention, c'est bien, mais je valide vraiment pas ce type de sujet. Faut savoir qu'en ce moment, par exemple, ils ont carrément lancé une annonce pour tous les salariés de grosses multinationales, parce que maintenant, ils cherchent même des taupes à l'intérieur des entreprises pour pouvoir divulguer directement les informations. Il y a peu de temps, on pensait encore que c'était finalement peut-être un groupe sud-américain. Maintenant, il paraîtrait que c'est juste une seule personne, un adolescent qui vivrait en Angleterre. Ils sont très, très, très mystérieux là-dessus. Donc, vous voyez, toutes les semaines, il se passe relativement quelque chose dans le monde de hacking, dans le monde du piratage informatique. C'est pas fini du tout. J'en ai encore parlé la semaine dernière. Attention à vos téléphones portables. Il y en a qui traînent en ce moment, donc faites bien attention là-dessus. Voilà, maintenant donc pour la dernière news, donc c'est la news de l'invité. Donc je t'en prie, MT, tu as une petite news bien croustillante, mais surtout insolite encore une fois. Exactement, et en fait on va parler de la Chine pour pas changer. Et en soi la Chine en fait interdit le streaming de certains jeux vidéo qui seraient non approuvés par le gouvernement. Alors on sait déjà que la Chine a fait quelques censures en fonction des différents jeux. Mais après, c'est pas le seul pays, hein. On a eu aussi la Russie, en fait, avec des Call of d'anciennement. Mais là, on se retrouve avec des jeux comme même Elden Ring, qui seraient interdits sur la plateforme, du coup, streaming local, du coup, qui est UAE. Je sais pas comment on le dit, c'est HUYA. Et en soi, en fait, certains jeux seraient tout simplement interdits et bannis de la plateforme pour la partie streaming. C'est une autre planète, c'est une autre planète, c'est un autre pays, un autre gouvernement, on s'en rend compte. Donc interdire ça, en plus, ils sont déjà en confinement. Pour comprendre la Chine, je pense qu'il faut habiter en Chine. En tout cas, avec nos yeux d'occidentaux, c'est pas concevable d'interdire des jeux en stream, bien entendu. Donc moi, je valide pas forcément cette décision. Mais en tout cas, on est dans l'insolite. Encore une fois en Chine, là, je ne sais pas si vous avez vu ces images dans les médias en ce moment de comment sont traités les gens qui sont confinés. Mais ça fait peur, clairement. Ils préféreraient que ça soit des jeux ou en fait des contenus qui soient plus axés sur quelque chose de civilisé et de sain plutôt que des choses qui seraient possiblement déviants. Derrière de la surtout bonne le mot culture déviant. en fait et de la bonne pratique quoi. Rider la possibilité d'imagination du coup finalement en fait du coup des jeunes derrière comme du coup en fait des moins jeunes et voire même des plus vieux quoi. Moi personnellement je trouve ça aberrant et totalement absurde. Voilà. C'est dommage. C'est un petit mot en fait dessus. C'est notre avis, bien entendu, il ne tient qu'à nous, mais on trouve ça en tout cas dommage. Voilà les amis pour les news. Maintenant, on va passer, comme vous savez, je laisse toujours en description une adresse mail, bien entendu en dessous. Vous l'avez toujours dans les commentaires. C'est une adresse mail pour ceux qui sont créateurs de contenu sur YouTube et qui ont peu d'abonnés, qui ne sont pas beaucoup vus, en gros, très peu de vues, et qui font de la chaîne tech. Donc ça peut être informatique comme de la tech en général. Donc n'hésitez pas à me laisser en mail votre chaîne pour que je puisse la checker. Et donc j'ai reçu un mail pour la chaîne de Florentin Informatique. Donc, il a fait, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de vidéos ou plus, même beaucoup plus. Je suis en train de voir ça d'ailleurs, beaucoup plus que ça. C'est énorme. Il n'a que 1400 abonnés. N'hésitez pas à lui donner de la force. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous laisserai donc la chaîne ainsi que sa dernière vidéo, c'est comment installer une VirtualBox. Donc, ça tourne tout le temps pour vous aider à faire des lignes de code, vous aider à avoir des tips aussi sur Windows, comment installer des logiciels sur Ubuntu. Vous avez énormément de contenu. Moi, je vous laisserai donc, c'est sa dernière qu'il a fait il y a juste un jour et là, je vois que 22 vues.
Je sais qu'en ce moment, en termes de vues, c'est très difficile sur YouTube. Je le ressens moi-même. Mais bon, je pense que par rapport au contenu qu'il fait, en tout cas, c'est quelqu'un qui est déterminé parce qu'il a fait énormément de vidéos. Et je vois ses dernières vidéos, 22 vues, 70 vues, 20 vues, 21 vues. Et il continue quand même. Donc déjà, Florentin, si tu nous regardes, force à toi, bravo à toi. Et les amis, n'hésitez pas, je vous dis toujours, hein, c'est des chaînes françaises, c'est du francophone, c'est le monde de la tech. N'hésitez pas à leur donner de la force, exactement. N'hésitez pas. En tout cas, sache que je m'abonne en direct. Donc voilà, je suis abonné à ta chaîne et j'espère que ce contenu plaira aux personnes qui me suivent et que ça te donnera un petit peu plus de force pour dans ton futur. Voilà Florentin. Voilà les amis, donc maintenant on va passer au build de la semaine. Donc cette fois-ci c'est Tristan, donc c'est un Américain. Je pense que tu peux aussi un peu en parler. Je vous trouve bien entendu en lien sa vidéo où on le voit complètement faire son build qui est juste excellent. Je vous mets les petites images qui est là. Mais je crois que tu en as parlé aussi sur une de tes dernières vidéos MT. Exactement, sur ma dernière vidéo modding, justement j'en avais parlé parce que en fait c'est un build où il y a peu de création vis-à-vis du boîtier. Par contre, c'est le Water Cooling Custom qui est à l'intérieur, qui est tout simplement sublime et c'est vraiment ultra bien fait. Il est magnifique, on voit vraiment en termes de couleur, en termes d'esthétisme, c'est très très propre. Je vous mets donc la petite vidéo YouTube pour ceux qui aiment le modding. Vous savez bien que dans mon atelier, je fais tout le temps du modding. Donc on aura toujours, comme on l'a déjà fait, le petit build de la semaine que je trouve un peu sympa. Maintenant, si tu es bien d'accord, je vais parler du produit tech de la semaine. Pour ceux qui savent déjà, le produit tech de la semaine, c'est un produit que j'utilise soit dans mon atelier, soit dans mon setup, soit au bureau. En tout cas, c'est un produit que j'utilise déjà quotidiennement. Donc, on a eu le microscope, on a eu l'imprimante, on a eu la souffleuse, on a eu exactement plein de choses, une chose nouvelle toutes les semaines. Et cette fois-ci, ça va être ma deuxième imprimante 3D. J'ai reçu une imprimante 3D il y a quelques temps, maintenant 3-4 mois, même 5-6 mois maintenant en arrière. Je voulais un truc rapide, je ne voulais pas me prendre la tête sur cette imprimante, c'était pour faire tout ce que j'avais besoin de balancer rapidement. Et j'ai été chez Anycubic pour la Viper. Le plateau était auto-nivelant, donc il n'y avait même pas besoin de me prendre la tête, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, il y avait le dernier micro-programme qui lui donnait une finition qui était vraiment plutôt aboutie sur tous les fichiers en STL que je devais imprimer. Donc en plus en ce moment, les prix sont relativement sympas sur cette imprimante, moins cher qu'au prix où j'ai pu l'acheter moi-même. Je vous laisserai en description un lien pour l'avoir. Donc moi, je l'ai eu chez AliExpress, mais chez un marchand français. Donc ça a été livré en 3 jours, ça a été très très rapide. Il y a une petite tablette tactile qui est dessus, donc c'est en tactile, c'est très rapide. Les menus sont beaucoup plus simples que mon autre imprimante 3D. Donc en tout cas, pour quelqu'un qui se lance dans l'imprimante 3D, si je dois lui en conseiller une, fonce, clair, parce que je l'ai bien validé. Et pour ceux comme moi qui veulent aller sur une deuxième sans se prendre la tête pour avoir quelque chose assez rapide, quand même avec de très très bonnes finitions, je l'ai essayé depuis plusieurs mois, elle marche très bien. Donc ce sera le produit de la semaine. Je ne sais pas si tu connais cette marque d'ailleurs, toi MT. Alors Anycubic est un des plus, je vais pas dire des plus gros constructeurs, mais presque en fait d'imprimantes 3D. Ils ont beaucoup de modèles en fait à leur actif. Et franchement, oui, parce que ça reste du coup en fait de très bonnes imprimantes, que ce soit du milieu de gamme et de l'entrée de gamme, on peut faire vraiment des très très gros projets en fait avec. Ça reste des qualités d'impression qui sont quand même très bonnes et des qualités de justement aussi de matériaux de base et d'imprimantes qui sont super sympas en fait à utiliser. Personnellement, du coup, j'en ai une aussi à la maison et très clairement, du coup, Anycubic, j'ai jamais eu aucun souci en fait avec eux et franchement, ça reste du coup d'excellents produits. Oui, c'est d'excellents produits. Hein. La facture est très bonne. En plus, pour la montée, c'est que 2 vis. Vous ne prenez même pas la tête, il n'y a que les 2 vis. C'est pas comme beaucoup d'imprimantes 3D où c'est un peu plus complexe. Ou autre, Exactement. Maintenant, on va passer à la promo de la semaine. Donc, elle n'est pas moindre. Donc, c'est un petit IO qui fonctionne plutôt pas mal. Je crois que tu l'as essayé et le prix est plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus d'ailleurs, MT? Parce que c'est MT qui me l'a choisi, la promo de la semaine. J'étais un peu à la bourre là, aujourd'hui. Et très clairement, en fait, il s'agit d'un EVGA, donc un water cooling de chez EVGA, le CLC en fait en 240 mm, qui est à l'heure actuelle à 55 €. C'est là où c'est bon. Donc je vous le mets aussi en image, vous aurez les descriptions directement dessus si vous êtes intéressé, à cliquer sur le lien. Mais je crois que toi tu l'as déjà testé avec Jig et Guillaume dans vos essais annuels, qu'est-ce que tu en penses ?
Exactement. Bah, en soi, ça reste un excellent water cooling, en fait, en milieu de gamme. Franchement, il pourra faire le taf, du coup, pour presque tous les processeurs, même si c'est pas fait pour passer sur un i9. Et franchement, à ce prix-là, foncez. Le ML240V2 de chez Cooler Master et au-dessus, on est en fait à 60-70 euros, en fait, en règle générale. À l'heure actuelle, avoir un 240 mm de cette qualité-là en water cooling, c'est tout simplement impressionnant. Et à 55 euros, franchement, foncez. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir accepté Ouais. cette invitation, MT. Ça me fait plaisir que tu sois là. Eh ben, merci pour l'invitation, ça m'a fait ultra plaisir, c'était super cool. J'espère que vous avez aimé aussi et j'espère que tu as aimé aussi. J'espère qu'ils ont beaucoup. aimé, bien sûr. J'espère que tout le monde a aimé ce petit moment du canapé tech. Mais vous savez, les amis, ça fait un mois maintenant, un mois et une semaine que le temps est passé, que donc on a fait le premier canapé tech avec Jigfio, qui était donc le parrain du canapé tech. Et le temps. D'ailleurs, ouais. je te coupe, mais pour boucler la boucle, ça serait peut-être bien que du coup que ça soit Jigfio le prochain nominé en fait pour revenir en fait sur le canapé tech. Bah écoute, c'est une très très bonne idée. Et effectivement, on va pouvoir faire un petit débrief sur un mois de canapé tech. Et effectivement, bah écoute, si Jig a un petit peu le temps, parce que je sais qu'en ce moment il est très occupé, parce que vous verrez, il a pas mal de surprises qu'il va bientôt vous montrer. Ah oui. Et ben s'il a un petit peu le temps, s'il a une petite quarantaine de minutes, on va faire en sorte en tout cas de lui demander, en espérant qu'il va accepter, bien entendu. Voilà les amis, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui aiment vraiment ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à voir aussi la chaîne de MT, je vous la laisserai en description. Donc il sort aussi minimum une vidéo par semaine. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'il est aussi dans le game de YouTube, du YouTube Tech. N'hésitez pas à aller voir, vous avez bien vu, il sait de quoi il parle. Et il est sympa, il paraît. Hein. Il paraît que tu es sympa en plus. C'est un truc de fou cette histoire. Hein. Il paraît, c'est une rumeur. Merci beaucoup les amis. Non, merci. Merci MT. Et je vous dis à tous. Merci à toi encore. Merci. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour le prochain canapé tech. Ciao, ciao.